Bonsoir. Donc moi je suis Raphaël Moiroux, je suis opticienne et je vais vous faire une présentation qui est un peu moins scientifique que les précédents interlocuteurs. En fait, il s'agit surtout de vous présenter le matériel mis à votre disposition pour faciliter le quotidien. Alors, dans un premier temps, je voudrais rappeler la prise en charge pluridisciplinaire qui, à mon sens, est fondamentale lorsqu'on le diagnostic de la malvoyance tombe. Bien entendu, votre référent, les différents acteurs, on va avoir en tête l'ophtalmologiste. Ça doit être votre référent, la personne d'une part qui détecte votre pathologie, qui va vous aider dans les traitements, qui va proposer les traitements et qui va vous donner une conduite à tenir par rapport à la fréquence des rendez-vous. Bien souvent, face au diagnostic, le client est un peu désemparé. Il faut savoir que nous, en tant qu'opticiens, lorsque la maladie est à ses débuts, on a tout un tas de panels de matériel à vous proposer et il ne faut pas hésiter à franchir les portes des magasins sur des opticiens qui seraient spécialisés basse vision, parce que quand la maladie est vraiment à ses balbutiements, on a des aides simples qui vous facilitent le quotidien. Notre travail est nécessaire d'être soutenu aussi par les orthoptistes. Alors l'orthoptiste, c'est un corps de métier qu'on connaît en général bien pour les enfants strabiques, mais on connaît moins pour les patients basse vision. Or, l'orthoptiste, elle va vous permettre, notamment dans les cas de DMLA, d'améliorer votre vision périphérique. Certes, la vision centrale est atteinte. Alors, c'est vrai que la qualité de vision, elle dépend vraiment de cette vision centrale. Maintenant, vous avez la vision périphérique qui souvent est encore saine. Et il suffit d'avoir un positionnement de tête et d'utiliser de manière efficace votre vision périphérique pour, dans les déplacements, dans les gestes du quotidien, de vous faciliter la tâche. L'orthoptiste, elle nous est aussi d'un très très grand soutien lorsque vous faites l'acquisition de matériel électronique un petit peu plus élaboré dans tout ce qui est coordination œil-main. Sur des systèmes des vidéoagrandisseurs, des loupes électroniques, le texte que vous regardez et celui que vous lisez qui est projeté à un écran, la visualisation n'est pas la même. Donc il y a tout ce qui est coordination œil-main que l'orthoptiste vous aide énormément quand vous faites l'acquisition de tel matériel. Des métiers un petit peu moins connus, mais pareil, qui peuvent vraiment aider le quotidien, par exemple les ergothérapeutes. L'ergothérapeute, c'est une personne qui peut intervenir à domicile, donc c'est souvent des personnes en libéral, c'est le cas aussi de l'orthoptiste. Elles peuvent intervenir à domicile et vous aider dans l'organisation de votre habitat. Ça peut être des choses très simples, mais la personne âgée qui a un diagnostic de DMLA, une DMLA qui progresse assez vite, il y a des choses toutes simples, supprimer le tapis que vous avez dans l'entrée pour éviter de vous prendre les pieds dedans. C'est vraiment, là, je suis sur du concret, en essayant de vous faciliter le quotidien. Donc l'ergothérapeute va vous donner ces astuces-là. Elle va pouvoir vous permettre aussi de donner des idées dans comment réaménager votre bureau, où il faut se positionner par rapport à la lumière, le plafonnier, l'éclairage en blanc. L'éclairage ambiant, tout un tas de petites astuces auxquelles on ne prête pas forcément attention, mais pourtant qui vous aident énormément dans la gestion du quotidien. L'instructeur en locomotion, ça c'est un métier que souvent les malvoyants connaissent quand ils sont pris en charge dans des centres pluridisciplinaires, mais après qu'on connaît peu quand on est livré à sa maladie. C'est une personne qui va vous aider cette fois-ci plus vers l'extérieur, avec notamment l'utilisation de la canne électronique, de mieux vous déplacer pour traverser une rue, pour marcher sur un trottoir. Toujours pareil, le but de mon intervention, c'est de vous faire toucher du doigt que des solutions, il en existe. Il faut arriver à trouver et à sonner aux bonnes portes, sachant que tous les orthoptistes ne font pas de la basse vision, tous les opticiens ne font pas de la basse vision non plus, et tous les ergothérapeutes ne font pas de la basse vision. Et j'aurais pu tout aussi bien mettre le dernier intervenant quasiment au même niveau que l'ophtalmo. Quand un diagnostic de pathologie tombe, que ce soit un problème rétinien ou après une maladie autre, cancer ou tumeur ou je ne sais quoi, le soutien psychologique devrait quasiment être systématiquement envisagé, parce que lorsque le diagnostic tombe, la première phase, c'est une phase de le monde s'écroule,
tant que vous restez dans cet état d'abattement, souvent les gens se replient sur eux-mêmes, on ne va pas chercher les ustensiles qui vont nous permettre de faciliter le quotidien, et plus vite on va relever la tête, plus vite on va arriver à trouver du matériel. Alors maintenant, ce qui concerne plus ma pratique personnelle, donc en tant qu'opticien mutualiste, je parle un peu au nom de tous les opticiens, je pense qu'on travaille tous à peu près de la même manière. Il est important que l'on vous reçoive dans un espace privilégié. Si on s'assied à une table au milieu des gens qui viennent chercher des lunettes de soleil, des enfants qui crient, c'est un peu compliqué. Donc nous, on travaille principalement sur rendez-vous. Il est très important qu'il y ait un discours de confiance qui s'installe entre le malade et l'opticien qui vous reçoit, parce qu'on va avoir besoin de connaître le maximum d'informations en un temps relativement limité, donc notamment l'ophtalmo qui vous prend en charge, le problème, la maladie, les traitements en cours, les éléments que vous possédez déjà à la maison, vos besoins, vos attentes. On a un dialogue qui doit se créer assez rapidement pour nous permettre de vous proposer le meilleur matériel et de cibler juste dès le début. Pour revenir sur la diapo précédente, quand l'ophtalmo n'a pas été vu récemment, on fait aussi un bilan visuel parce que souvent ça ne sert plus à rien de renouveler les lunettes, on n'a pas un gain d'acuité suffisant. Maintenant, si vous utilisez des lunettes qui sont trop anciennes, souvent on a quand même besoin de réactualiser un petit peu les verres pour pouvoir utiliser le matériel grossissant le mieux possible. Au niveau du matériel, peu importe où vous avez des contacts au niveau de l'opticien, mais il faut qu'on vous propose de les essayer. Il faut savoir qu'à chaque atteinte visuelle, à chaque pathologie, il y aura un matériel qui peut convenir. On ne propose pas une DMLA, les filtres identiques pour tout le monde, la loupe identique pour tout le monde. En fonction de l'atteinte qui vous reste, en fonction de vos habitudes, en fonction de votre fonctionnement, on aura vraiment un matériel spécifique proposé. Donc nous, au sein des opticiens mutualistes, moi je travaille sur le magasin du séquestre, on a beaucoup de matériel à disposition. Maintenant, il n'est pas possible de tout avoir. Donc on vous montre des choses qui pourraient vous aller. Et après, très souvent, moi, je travaille sur catalogue, sur du prêt vraiment spécifique et personnalisé, où on vous propose de tester le matériel, d'abord en magasin, on vérifie que ça fonctionne, et après vous l'emmenez à domicile. C'est un système de prêt, c'est vraiment une étape fondamentale. N'achetez pas du matériel sans le tester, parce que ce qui conviendra chez votre opticien, ce n'est pas forcément ce qui vous conviendra après à la maison. Au niveau des aides visuelles, il y a deux grandes familles, les aides visuelles de près et puis les aides visuelles de loin. Elles sont un petit peu plus nombreuses pour les aides de près, donc ça peut passer de l'éclairage, pupitre de lecture, des loupes, système microscopique, agrandisseur. Je vais détailler tout ça par la suite. L'éclairage, c'est quelque chose de tout simple, mais c'est vraiment la première chose à modifier. Lorsque vous lisez, lorsque vous avez besoin de regarder quelque chose, non seulement il faut que vous ayez un éclairage ambiant, plus un éclairage qui vient sur votre texte. Il existe des lampes spécifiques basse vision qui vont permettre d'augmenter les contrastes, d'augmenter la netteté. Rien qu'avec une modification de l'éclairage, on arrive à gagner jusqu'à 2 dioptries de vision. Donc l'éclairage vraiment, vraiment fondamental. Un petit test rapide, alors qui sera peut-être plus probant pour les bienvoyants que pour les déficients visuels. Sur l'écran, à votre avis, quel est le carré le plus foncé, le plus noir? Celui de droite ou celui de gauche? On aurait presque tous tendance à dire que c'est celui de droite, parce que le fond est clair. Mais en fait, les deux carrés ont exactement la même couleur. Le fond clair va nous persuader que le carré lumineux est plus foncé que l'autre. Sur... ça aussi. Voilà, test identique sur ceci, donc vous l'aurez compris, les deux carrés ont exactement la même intensité, la même couleur, mais c'est le fond qui va nous faire penser que le carré de gauche est plus noir que le carré de droite. Donc l'avantage des lampes, c'est que c'est très facile, vous n'avez rien à modifier, vous mettez votre texte sous la lampe et en général on y voit beaucoup mieux de suite. Les pupitres de lecture,
Pareil, pas forcément indispensable, mais une chose à modifier aussi, si vous aviez l'habitude de lire un livre ou de feuilleter un magazine sur votre sofa au canapé bien installé, souvent on est obligé de modifier ces habitudes-là, surtout si vous voulez faire du courrier, si vous voulez regarder vos comptes. Il est important d'être attablé sur un bureau, d'éviter les positions ontalgiques, à se courber la tête sur ce que vous regardez. Du coup, le pupitre de lecture vous permet d'avoir une attitude au niveau du dos et des cervicales correctes et d'éviter d'avoir des tensions au niveau des yeux. Les demi-lunes prismatiques, vous en avez en exposition sur le stand. Pareil, le gros avantage, c'est que c'est une paire de lunettes. Ce sont des verres qui sont très puissants, très correcteurs, beaucoup plus que les lunettes de près qu'on vous propose habituellement, dans lequel sont inclus des prismes. L'inconvénient, c'est qu'on a souvent une distance de travail qui est un peu proche, mais là encore, les deux mains sont disponibles, donc ça, c'est souvent des aides qui sont quand même appréciées parce qu'on utilise ces lunettes comme des lunettes classiques. Les loupes, alors on a toute une famille de loupes qui existent en fonction de l'activité, en fonction de ce que vous voulez faire. Il existe quasiment une loupe pour chaque activité. Ce sont des systèmes simples. Lorsque vous voulez lire, c'est surtout des loupes qu'on peut poser sur des trépieds. Après, on a tout ce qui est règle loupe, pareil, qu'on fait simplement glisser sur le texte. Après, on a des loupes compte-fil pour celles qui aiment bien coudre. On a des loupes brodeuses qui sont positionnées au niveau de la poitrine pour permettre de tricoter éventuellement. Tout un panel de loupes qui peut vous être proposé en fonction de vos activités. Les loupes électroniques, elles sont à envisager quand on a besoin d'un grossissement important. À partir de 3 fois, d'un grossissement de 3 fois, les petites loupes à main ne sont pas suffisantes. À ce moment-là, il faut passer sur des systèmes de loupes électroniques. Les loupes électroniques, le gros avantage, c'est que vous avez un grossissement qui est modulable. Ça a un format à peu près d'un smartphone, donc on a un encombrement limité. On peut aller jusqu'à 12 fois. À partir de 12 fois, il faut passer sur, je vous le présenterai après, un système encore un petit peu plus encombrant. Mais on a possibilité donc de grossir de manière modulable, d'augmenter les contrastes. Et puis le gros avantage, c'est que ça, vous allez faire vos courses. Vous pouvez très bien prendre cette petite loupe électronique dans le sac à main, visualiser un prix. Vous allez au restaurant, vous pouvez voir votre menu. Pareil, dans le quotidien, tout à fait transportable avec un usage no-band qui est souvent apprécié. Pour plus de facilité et plus de confort, parce que dès qu'on est sur un grossissement de 6, 7, 8 fois, avec une loupe électronique, vous êtes sans arrêt en train de déplacer la loupe sur le texte, c'est un peu fatigant et pour les yeux et puis pour la lecture. À ce moment-là, il est bien de passer sur ce qu'on appelle des systèmes vidéo-agrandisseurs. Exactement le même principe que la loupe électronique. Par contre, cette fois-ci, votre écran, il a la taille d'un téléviseur ou d'un écran d'ordinateur. Donc là, sur le mot de 10 lettres qui grossit avec une loupe électronique, vous en voyez 3. Sur le vidéo-agrandisseur, vous avez à nouveau tout le mot qui est disponible, souvent même le déterminant qui précède et puis souvent toute la phrase. Par contre, ce ne sont pas des appareils qui sont faits pour être transportés, c'est vraiment un usage sur le poste de travail. Maintenant, on arrive à pouvoir, il y a des petites valises de transport, si jamais vous partez en cure, si vous partez en vacances, on arrive quand même à les transporter, mais pas pour une utilisation sans arrêt à bouger à droite et à gauche. Les aides visuelles pour la vision de loin, elles sont un petit peu moins nombreuses, mais tout aussi efficaces. Donc ça peut passer de filtres, pour ceux qui ont visité le stand tout à l'heure. Les filtres, c'est vraiment quelque chose à envisager. Alors là encore, j'allais dire, il y a presque un filtre pour chaque utilisation. Vous allez avoir un filtre lorsque le temps est nuageux, vous allez avoir un filtre pour l'intérieur, vous allez avoir un filtre lorsqu'il fait soleil. Les filtres, ils vont pas tant être là pour augmenter votre acuité visuelle, mais pour optimiser la perception des contrastes. Il y a 2 choses un peu à distinguer entre l'acuité visuelle, alors qui nécessite souvent une bonne vision centrale. Alors dans le cas de la DMLA, c'est là où le bas blesse. Du coup, le filtre, il va pas améliorer cette vision-là, mais vous permettre de vous déplacer avec beaucoup plus de facilité. Ça va vous permettre d'appréhender un dénivelé de manière beaucoup plus facile, d'éviter les trous, de gagner en confort dans vos déplacements. Ils ont en plus pour avantage de limiter l'éblouissement et de protéger des UV. On a dit un usage aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais malheureusement pas avec le même filtre.
Il se décline soit superposable à des lunettes existantes, soit on peut les mettre sur des surlunettes ou inclus directement dans votre correction optique. Les systèmes télescopiques, alors on peut aussi appeler ça des loupes pour la vision de loin. Donc ce sont des appareils qui ressemblent à une jumelle, à un monocle, que vous mettez devant l'œil, que vous utilisez en statique, notamment pour regarder le numéro du bus qui arrive, un nom de rue, si vous allez dans les musées pour mieux visualiser les détails d'un tableau. Sur des utilisations assez ponctuelles, ils peuvent se mettre en binoculaire, donc un sur l'œil droit, un sur l'œil gauche. Dans les déplacements, ça reste assez compliqué. En règle générale, je les adapte sur du monoculaire en statique. Le système de Galilée est en général fixé sur votre lunette existante et le système de Kepler peut se mettre et s'enlever. Tous les deux ont une fonctionnalité de près possible. Pour le système Galilée avec la jonction d'une petite bonnette et pour le système de Kepler, il y a une molette à tourner pour modifier la focale. Et puis, alors, tout un tas de petites aides dont il faut connaître l'existence. Alors, souvent, vous êtes bien plus aguerris que nous sur la question parce que ce n'est pas des produits que vous trouverez forcément dans les magasins d'optique. Mais il faut savoir qu'il existe des jeux de cartes à gros caractères, des montres avec des chiffres qui auront une taille suffisamment importante, des claviers d'ordinateur à gros caractères aussi, des téléphones portables, des téléphones fixes où on arrive à voir quelque chose. Donc beaucoup de matériel, beaucoup disponible en magasin. Encore une fois, j'insiste et insistez auprès des opticiens qui vous recevront, tester le matériel. Aucun achat doit être fait sans avoir fait un test. En règle générale, une semaine à domicile vous permet de savoir si le matériel vous convient ou pas. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients que l'appareil qui fonctionne au magasin, en général, ça va aller. On le prête une semaine. Si pendant la semaine, on n'en a pas eu un usage quotidien, c'est qu'a priori, il n'était pas indispensable. Il faut vraiment que vous ayez besoin de ce matériel pour en faire l'acquisition. Alors l'avenir, on l'a vu, il est assez prometteur dans tout ce qui est chirurgie. Le docteur Gonzalez en a beaucoup parlé. Je pense que d'ici pas mal d'années, on devrait pouvoir trouver des solutions ou en tous les cas améliorer encore le traitement de la maladie, notamment de la DMLA. Les progrès dans la technologie avancent elles aussi à grands pas. En France, on n'est pas les précurseurs, donc le matériel n'est pas encore distribué en France, mais c'est commercialisé pour certains en Israël et aux États-Unis. Donc je pense que d'ici même peut-être la fin de l'année, on devrait avoir des nouveautés. Ils ont mis au point ce qu'on appelle des lunettes à réalité augmentée. Donc là encore, principalement pour les atteintes de la vision centrale. Ce sont une paire de lunettes qui vont permettre de l'objet regardé en face d'être vu sur la rétine périphérique. Alors vous allez perdre dans la qualité des détails, parce qu'encore une fois, la périphérie de la rétine ne remplace pas le centre, mais vous allez pouvoir appréhender le monde quand même d'une manière beaucoup plus agréable. Ont été mis aussi en place des lunettes hors cam. Donc là, ce sont des lunettes avec une petite caméra incorporée. Elles vous permettent de zoomer sur ce que vous regardez et vous avez une information auditive qui vous est transmise. Le finger reader qui est un petit peu sur le même principe, par contre ah mince, je n'ai pas les images. Donc ça c'était la hors-cam dont je viens vous parler, l'image tout en bas, les lunettes à réalité augmentée, et l'image de droite, donc c'est un pointeur qui a la même utilisation que la première image, c'est-à-dire vous pointez ce que vous regardez et vous avez une information auditive qui vous est transmise. Tous ces matériels proposés en magasin ont un coût qui est souvent important, tout dépend la technologie investie dans le matériel. Il faut savoir qu'il y a des aides financières. Alors nous, on n'est pas forcément les premiers interlocuteurs par rapport à cette aide financière. On a en général deux types d'aides. Pour les enfants jusqu'à 16 ans, on a une prise en charge qui est en général très très bonne. De 16 à 60 ans, la MDPH vous permet d'avoir un financement assez important aussi.
Ça se complexifie un peu à partir de 60 ans, où là les aides deviennent de plus en plus ténues. Après, moi j'ai toujours tendance à conseiller de vous rapprocher aussi de vos mutuelles, parce que les mutuelles sont capables de temps en temps d'avoir des enveloppes allouées pour ces usages-là. Souvent on ne change plus ses lunettes, donc pourquoi pas le forfait lunettes, le mettre dans du matériel. Certaines mutuelles vous proposent ces facilités-là. Voilà, je vous remercie.